Madame, Monsieur, bonsoir. Aujourd'hui encore, les soldats de l'opération Turquoise ont poursuivi leur mission de reconnaissance dans la partie ouest du territoire rwandais. Pour tenter de comprendre ce qui se passe actuellement là-bas, ce qui est en jeu dans cette région et pourquoi on en est arrivé là, la rédaction de France 2 vous propose une édition spéciale avec l'ensemble de nos envoyés spéciaux sur place, des invités en direct avec nous du Rwanda, mais aussi en province ou avec nous sur ce plateau. L'un de nos envoyés spéciaux, Benoît Duquesne, a enquêté toute cette journée au milieu du dispositif militaire français déployé à la frontière entre le Rwanda et le Zaïre. Nous sommes ici à Bukavu, le point le plus au sud du dispositif français. L'effervescence qui régnait ici ces 2 derniers jours a un peu chuté aujourd'hui, sans doute parce que les premières reconnaissances françaises en territoire rwandais se sont très bien passées, peut-être mieux que prévu, et aussi parce que les militaires sont passés à une nouvelle étape de leur dispositif. À partir de demain, ils comptent installer des points fixes dans différents endroits du Rwanda qui leur paraissent sensibles, et pour cela, ils avaient besoin de cette journée pour se repositionner. Mais en tout cas, la première journée au Rwanda s'est parfaitement passée. Je vous propose de la vivre avec Philippe Boisserie et Éric Mézy. Ils ont été applaudis comme on applaudit une armée de libération. Au moindre village, au moindre barrage tenu d'ordinaire d'une main de fer par les soldats des forces rwandaises, une haie d'honneur salue l'arrivée des militaires français. Et plus les soldats avancent en pays Hutu, et plus la route se pavoise de tricolores. Le bataillon de commando marine, tout juste arrivé de l'Orient, est lui plus là pour voir l'envers du décor, établir les problèmes, évaluer l'urgence. Première prise de contact avec le sous-préfet de Rwezero. Donc il y a un camp de réfugiés à Kirambo. Il est au nord, au sud? Non, en fait, un camp est repéré 50 km plus au nord. 2500 personnes s'y trouveraient, sans plus de précision. Pour le sous-préfet, il n'y a qu'un responsable à cette situation. À part l'élément d'IFPR qui a complètement divisé la population s'entre-mariée, la population s'entraidait. Pourtant, les quelques 15% de Tutsis qui vivaient dans sa ville ont aujourd'hui disparu. Bon séjour. Et... Ok, merci beaucoup. Et la population... Bon, on va se derrière. Le bataillon reprend sa route, soulagé par un accueil qu'il craignait moins favorable, tranquillisé que la rumeur d'infiltration de commandos Tutsis s'avère fausse. Leur direction, Kirambo et son camp. Là, le comité d'accueil a particulièrement bien fait les choses. Les écoliers ont bien retenu les leçons des institutrices. L'entrée dans le camp est triomphale. Sous le portrait de l'ancien président Hutu, fleur à la main, le cliché est idéal. Pour les représentants du gouvernement rwandais, il est clair que la France vient les soutenir contre l'agression du FPR. La France a décidé de lancer une opération humanitaire au Rwanda. Je crois que le premier objectif est atteint avec, encore une fois, tous ces sourires qui fleurissent sur vos visages. La visite du camp se veut l'illustration de cette politique humanitaire. C'est chaud. Ici, personne n'est en danger de mort. Si les conditions sanitaires sont précaires, si les médicaments manquent cruellement, la sécurité est néanmoins assurée. Seuls des Hutus chassés par la guerre habitent les lieux. Aucun Tutsi. Il n'y a plus de Tutsi à Kirambo. Il y avait combien de Tutsis à Kirambo? Il y avait environ 800. Et ils sont où maintenant? Et certains se sont déplacés, sont au Zaïre. Et les autres? Les autres ont tombé dans ce massacre, dans ce massacre de la population ethnique. Il y en a combien qui ont été massacrés? Et je ne connais pas le nombre. Vous m'avez dit 700 tout à l'heure. Je disais aux environs, je pense. Combien ont participé au massacre parmi ces danseurs et ces chanteurs? L'histoire le dira peut-être. En attendant, les premières missions des soldats français ont montré qu'il y avait peu d'espoir de trouver encore beaucoup de rescapés des massacres. Reste alors la guerre entre gouvernement rwandais et FPR. Avec l'avancée de la ligne de front, c'est aussi l'avancée de problèmes plus politiques qu'humanitaires. Nous nous trouvons sur le pont qui enjambe la rivière entre Bukavu, au Zaïre, et Cyangugu,
au Rwanda. Symboliquement, c'est ici qu'a débuté l'opération turquoise, quand les premiers éléments français de reconnaissance ont franchi ce pont il y a environ maintenant 3 jours. L'opération turquoise, c'est 2500 hommes déployés en 3 endroits différents le long de la frontière avec le Rwanda. Comment s'est opéré ce déploiement? Récit d'Isabelle Stess et Pascal Ponce. Au-dessus de l'aéroport de Goma, le va-et-vient incessant des gros porteurs. Transal, Hercule déversent des tonnes de matériel et des centaines d'hommes. Goma, base logistique de l'opération turquoise. 2500 hommes au total, en majorité des forces prépositionnées en Centrafrique, au Gabon, à Djibouti. Plus au sud, l'aéroport de Bukavu. C'est le point le plus avancé de l'opération. 250 hommes parmi les unités les plus spécialisées de l'armée française, parachutistes et commandos marines. Ils savent qu'ils seront les premiers à rentrer au Rwanda, mais ils ne savent pas ce qui les attend. Ils se préparent, toute la nuit, ils vérifient leur matériel, l'armement est sophistiqué, lunettes infrarouges, gilets pare-balles et lance-roquettes. 5 heures du matin, le feu vert est donné, l'opération turquoise est lancée. Les militaires ne savent pas encore qu'ils seront accueillis avec des drapeaux bleu, blanc, rouge et des discours de bienvenue. Nyarushishi, où nous nous trouvons maintenant, est le principal camp de réfugiés dans cette partie du sud-ouest du Rwanda. 8000 personnes environ y ont été rassemblées, en majorité des Tutsis, l'ethnie minoritaire. C'est beaucoup et peu à la fois. Étant donné les massacres qui se sont déroulés dans la région, beaucoup de personnes sont mortes, beaucoup ont fui et d'autres se cachent toujours dans des maisons ici. Elles n'osent pas sortir car si elles sortent, elles risquent d'être contrôlées sur l'un de ces fameux barrages que tentent de supprimer les militaires français. Des barrages qui sont devenus des barrages ethniques, des barrages qui se transforment facilement, nous a-t-on dit, en cimetières. Sur la situation des Tutsis ici dans la région, reportage d'Isabelle Stess et de Pascal Ponce. Bon, c'est-à-dire que... Vous souhaitez qu'on s'éloigne un peu? Oui, c'est ça. Il préfère s'éloigner lorsqu'il parle à la presse. Il a peur des militaires rwandais. Cet homme arrive de Kigali. Sa femme et ses 3 enfants y ont été massacrés. Ou tout modéré, il vient trouver refuge auprès des militaires français. Il y a quelques rescapés qui sont cachés dans des collines. Qu'il faudrait aussi sauver parce que sinon, même ici à Tchangougou, il y a des gens cachés dans des maisons qui ne savent pas sortir. Comme tant d'autres, il s'est caché dans les maisons de Siangougou. Dans celles-ci vivaient des Tutsis soupçonnés d'appartenir au FPR. Tout a été pillé, saccagé. Sur le sol, il reste les feuilles éparses d'un cahier d'écolier. Est-ce qu'il y a des Tutsis ici à Siangougou? Oui, il y en a beaucoup. Mais certains ont pris la fuite au Zaïre. Les autres sont dans le centre de réfugiés. Donc ils ne peuvent pas vivre tranquillement ici à Siangougou? Oui, ils ont peur. Des barrages le long des routes. À Siangougou, les contrôles d'identité sont toujours de rigueur. Un peu plus loin, au bout d'une piste, la paroisse de Siangougou. Quelques religieux s'y sont réfugiés. Nous y trouvons un seul prêtre Tutsi. Il a réussi à fuir les milices Hutus. Isolé, sans protection ici, il ne peut pas sortir. C'est diabolique tout simplement, vraiment je n'y comprends rien. Je n'ai jamais vu des choses pareilles. Et puis tout le monde en français a dit justement que, mon Dieu, si je fais un mal contre le pays, contre la population, qu'on me punisse. Mais être né Tutsi, et que ce soit un péché pour moi, un crime pour moi, qui mérite encore la mort, sans examen, sans jugement, je n'ai jamais vu ça, moi. Vous avez peur encore aujourd'hui? Oui, j'ai peur, mais la peur, c'est fini. Mourir, ça ne me dit plus rien parce que j'ai vu tellement de gens qui meurent. À la fin, j'ai dit pourquoi pas moi. Claire, elle, a pu quitter le Rwanda pour se réfugier ici au Zaïre, où tout modéré, elle a toujours peur. Une partie de sa famille a été massacrée. J'ai vu une femme qui assassine une autre femme. J'ai vu les gens tuer les bébés. J'ai vu les gens manger les autres. J'en ai vu de toutes les couleurs. De Tutsi, de Hutu, modéré, il n'y en a plus au Rwanda. C'est trop tard pour pouvoir sauver ces vies humaines. Alors, colonel Rosier, vous êtes donc l'un des adjoints du général Lafourcade. Oui. Vous êtes arrivé le premier ici à Bukavu. Vous êtes l'un des premiers d'ailleurs à être rentré au Rwanda. Oui. Vous avez été surpris par cet accueil que vous ont fait les Rwandais? Oui, assez, puisqu'on pensait qu'on rentrait quand même dans un pays beaucoup plus
bouleversé que cela. Bon, ceci dit, à la lumière de ce que l'on savait par la presse et les renseignements, on se doutait que la population de ce côté-ci du Rwanda était favorable à notre arrivée. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté justement de vous faire acclamer par des gens dont on sait que pour certains d'entre eux, ils ont participé à des massacres? Eh bien, oui, mais enfin, de toute façon, quels que soient les Rwandais, notre mission est claire, hein, c'est justement faire cesser les massacres. Et je pense que si on rentre de ce côté-là, ce n'est pas par hasard. On parle beaucoup d'infiltration. Est-ce que c'est de l'autre côté du Rwanda, par des éléments du FPR, est-ce que c'est une chimère? Est-ce que c'est une peur incontrôlée des Rwandais qui sont de ce côté-ci? Ou est-ce que c'est une réalité? Eh bien, écoutez, à partir des premiers renseignements qu'on a recueillis sur le terrain, il semblerait que ce soit une réalité. Que je pense possible dans la mesure où, malgré tout, les troupes du FPR continuent d'attaquer. Donc, logiquement, sur le plan militaire, il est normal qu'elles fassent des reconnaissances profondes. Maintenant, c'est à nous peut-être de vérifier que cette peur réelle est une réalité. Parce que quand les Rwandais parlent d'infiltration ici, en général ce sont des Hutus, et ils le disent pour justifier la chasse qu'ils ont menée éventuellement contre des Tutsis. Alors effectivement, c'est le risque, hein, donc c'est à nous un peu de faire la part des choses. Hein. Vous êtes pour l'instant tout à fait en bordure du Rwanda, dans des zones qui sont donc plutôt favorables, des zones sous contrôle gouvernemental. Est-ce que vous comptez progresser davantage à l'intérieur du pays? Écoutez, moi je ne peux pas vous dire exactement quel sera le développement de cette opération. Moi pour le moment, j'ai un secteur qui est Siangougou, à développer jusqu'à Kibuye et la forêt de Nyungwe, ainsi qu'en direction de la frontière burundaise, sans la franchir bien sûr. Bon, pour le moment, c'est mon secteur et je ne le dépasse pas. Et il n'y a eu donc aucun incident pour l'instant? Non, absolument aucun incident. Vraiment, il y a, au contraire, les gens coopèrent très vite. On cherche parallèlement, puisque cette coopération pourrait peut-être cacher un certain nombre de choses, on cherche parallèlement, le plus discrètement possible, à savoir s'il y a des gens menacés, puisque c'est l'un de nos objectifs principaux. Voilà, merci Général. Donc demain, si j'ai bien compris, l'une des opérations principales sera d'aller établir des points fixes ici en bordure du Rwanda, dans des zones que vous estimez comme étant des zones plus menacées, plus dangereuses pour notamment certains des Tutsis ou des Hutus modérés qui les habitent actuellement. Merci Benoît Duquesne. Nous allons tout de suite retrouver en direct de Fréjus François Léotard, le ministre de la Défense. Bonsoir Monsieur le Ministre. Avant d'évoquer tout à l'heure le côté diplomatique ou politique de cette affaire, une ou deux questions sur le plan purement militaire. Est-ce qu'il est tout à fait exclu que les troupes françaises pénètrent dans les zones contrôlées par le FPR? À l'heure qu'il est, les instructions que nous avons données à nos forces sont de deux ordres. D'une part, développer l'action humanitaire, c'est-à-dire reconnaître les lieux où des gens sont menacés ou dans des situations de difficultés sanitaires ou de famine. Et la deuxième mission est de ne pas s'approcher, la deuxième consigne plus exactement, est de ne pas s'approcher de la ligne de front. Vous savez, la ligne de front traverse le Rwanda à peu près du nord au sud, et vers le sud sur la route qui va de Kigali à Bujumbura, au Burundi. Eh bien, pour l'instant, nous nous efforçons de ne pas nous approcher de cette ligne qui, effectivement, peut être une ligne de confrontation entre l'armée rwandaise et les milices et le FPR. Précisément, François Léotard, il y a eu un certain nombre de tensions à des barrages aujourd'hui, et le général Germanos, qui est sur place, qualifie de fragile la situation. Est-ce qu'il a raison. Un peu inquiet? Il a raison, et je voudrais vous dire que le reportage que je viens de voir est tout à fait intéressant et positif, incontestablement, pour l'action que nous menons. Mais il faudrait se garder de toute satisfaction prématurée. En effet, la situation est très fragile, le général Germanos a raison de le dire. Elle est marquée par beaucoup d'incertitudes, nous ne savons pas tout de la situation. Vous savez, nous avons actuellement, par exemple, au Rwanda, moins de 500 hommes, et sur une région qui est quand même relativement vaste, et donc nous ne savons pas, vous l'avez vu d'ailleurs dans le reportage, la totalité des situations de détresse que nous pouvons rencontrer. Et je crois qu'il faut être très très prudent. Je rappelle que notre rôle est d'attendre l'arrivée de la MINUAR 2, c'est-à-dire de la Force des Nations Unies, qui devrait nous remplacer. Et nous le souhaitons, et je le souhaite bien sûr, nous remplacer le plus vite possible. Alors nous tâtons le terrain, nous regardons ce qui se passe, nous écoutons ce que l'on nous dit, nous allons là où on nous décrit des situations de détresse ou de péril, et puis ensuite, eh bien, nous regardons ce que nous pouvons faire physiquement. François Léotard, excusez-moi, je voulais juste vous poser une question un peu plus personnelle. Je voulais savoir ce que vous ressentiez en voyant à travers ces images
les hommes de l'armée française à l'œuvre actuellement sur ce terrain difficile. Comme responsable de la défense, je suis très heureux de voir des militaires français bien accueillis, bien entendu. Je dois souligner que nous ne savions pas ce que serait cet accueil. Ça pouvait être dangereux ou difficile. Et ça peut l'être demain matin. Donc nous devons être très attentifs, très prudents. Il y a ce mouvement de générosité qui, je crois, pousse beaucoup de Français à aider un pays en détresse, mais il y a aussi, pour le gouvernement, la volonté de ne pas mettre en péril nos hommes et de ne pas provoquer par une présence militaire, qui reste une présence militaire, bien entendu, même si elle a une volonté pacifique et un objectif humanitaire, de ne pas donner à cette présence un caractère qui pourrait provoquer l'une ou l'autre des deux parties en présence. Et c'est très délicat. Vous avez vu que les hommes qui le font avec beaucoup de finesse, de doigté, mais c'est une situation très difficile, car il n'y a pas affrontement, nous ne le voulons pas. Et pour un militaire, c'est bien sûr, ça suppose beaucoup de maîtrise de soi, avec des moyens qui sont relativement modestes, il faut le dire, et avec ensuite une question forte, qu'est-ce que nous faisons des réfugiés ? Comment faisons-nous? Et donc nous sommes en contact par exemple aujourd'hui avec le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, pour faire en sorte que derrière nous, tout de suite, il puisse y avoir des secours en vivres, en médicaments, en médecins, qui permettront à ces réfugiés d'être traités convenablement. Nous allons évoquer cet aspect douloureux du problème dans un instant. Merci François Letard. Nous vous retrouvons tout à l'heure pour évoquer rapidement l'aspect plus diplomatique de ce dossier. En tout cas, un certain nombre de militaires français sont au Rwanda depuis plusieurs jours, avant même le déclenchement de cette opération, avec une présence extrêmement discrète. Il s'agit en effet pour eux d'évaluer les moyens logistiques, de localiser les camps et surtout de renseigner le quartier général sur les risques encourus par les soldats français. C'est la mission de commandos très spéciaux de l'armée française, les CRAPS. Précision avec Stéphane Magnier. Le seul patron à bord, c'est le moniteur. Si le moniteur vous dit « Stop, c'est pas bon, vous recommencez », vous fermez votre gueule et vous recommencez. Si vous voulez leur faire plaisir, appelez-les les Rambo de l'armée française. Les voici filmés sur leur piste d'entraînement au Gabon, à l'embouchure du fleuve Malibé. C'est la piste la plus dure du monde. Ils en sont très fiers. Ce sont les CRAPS, traduisez commandos de recherche, d'approche et de protection spéciale de l'armée française. Ils sont ici filmés sans armes, mais ça suffit, vous avez compris. Ce sont des combattants particulièrement redoutables quand ils sont lâchés en forêt. Dans le cas d'opérations spéciales ou particulièrement dangereuses, ce sont ces hommes qui sont envoyés en éclaireur. Ils sont formés à toutes les privations et à tous les combats. Allez, il y en a qui foutent rien, il faut qu'ils aillent devant là les gars. Allez. Leur mission type, être infiltrés en territoire hostile pour nettoyer les lieux et donner le feu vert aux opérations militaires. Enfin, les opérations que l'on voit, car eux en général sont déjà sur place, mais discrètement. Car la guerre, ils aiment ça, ils ne demandent que ça, et il vaut mieux les laisser loin des regards quand le militaire veut officiellement faire de l'humanitaire. Au total, environ 2500 soldats français vont être donc engagés dans cette opération turquoise, dont 1500 étaient déjà prépositionnés, comme on dit, dans l'armée sur le continent africain, 1 millier d'autres étant acheminés de métropole. Tous ces hommes sont répartis sur 2 bases arrières à la frontière du Zaïre. Précision avec François Cornet. L'opération turquoise au Rwanda mobilisera effectivement au total 2500 militaires français, tous volontaires et appartenant aux unités d'élite de la force d'action rapide, infanterie de marine, légion étrangère et 11e division parachutiste. À ce dispositif se sont joints les commandos de l'air, de la marine ou de l'armée de terre. Pour l'instant, près de 1500 hommes puisés dans les forces françaises prépositionnées en Afrique, Gabon, Centrafrique, Sénégal et Réunion, ont été déployés sur 2 bases en territoire zaïrois. Goma au nord et Bukavu au sud, près de la frontière rwandaise. Le millier d'hommes complétant ce dispositif devrait arriver sur place dans les 2 prochains jours. Première mission des forces françaises à partir de ces 2 bases au Zaïre, l'évaluation en territoire rwandais des besoins humanitaires dans les camps de réfugiés Tutsis, tant dans les domaines de la santé que ceux du ravitaillement en vivres. Des opérations à caractère ponctuel, limitées pour l'instant au sud-ouest et à l'ouest du pays. L'objectif n'étant pas de s'implanter au Rwanda, mais d'effectuer des incursions en territoire rwandais en évitant soigneusement tout contact avec l'armée rwandaise, essentiellement Hutu, qui considère les Français comme des alliés, que les éléments du FPR, de l'ethnie Tutsi, qui les voyaient jusqu'à présent comme des ennemis, mais qui ont aujourd'hui assoupli leur position à l'égard de l'opération turquoise, déclarant qu'elle ne s'opposerait pas à cette intervention si elle demeurait strictement humanitaire. En écho à ce bémol,
l'échelon médical militaire français d'intervention rapide déploie son hôpital de campagne à Bukavu. Parallèlement, la coordination des militaires avec les organisations humanitaires se met en place, comme l'a souligné François Léotard. Les ONG, sous la protection des soldats de Turquoise, seront chargés du ravitaillement et de l'aide médicale aux réfugiés. Fin prévue de l'opération Turquoise, fin juillet, après que les forces françaises, africaines ou européennes, qui pourraient à leur tour s'engager dans cette intervention à caractère humanitaire, aient passé le relais au casque bleu de l'ONU. Retour à la situation sur place et précisément dans le centre de ce pays, à Kigali, la capitale. Encore des combats ce matin au mortier ou encore à l'arme légère. Les responsables des Nations Unies sur place ont été contraints de suspendre leur projet d'évacuation de réfugiés bloqués derrière les lignes de front. Je vous propose de retrouver tout de suite en direct au téléphone notre envoyé spécial, Laurent Boussier, qui est là-bas avec Jean-Marie Lemaire et Gérard Flégeot. Laurent Boussier, bonsoir. Quelle est la situation sur le plan militaire ce soir ? Écoutez, après les combats et les bombardements de ces derniers jours, la nuit dernière et la journée d'aujourd'hui ont été à peu près calmes à Kigali. Il y avait même un cessez-le-feu qui avait été négocié pour aujourd'hui entre 8h et 12h, enfin 8h ce matin et midi par l'ONU avec les belligérants. Mais comme vous l'avez dit, un cessez-le-feu à Kigali, c'est quand même des coups de canon, quand même des coups de mortier et quand même quelques combats à l'arme légère. Vous avez assisté aussi à la manifestation anti-française dont on a pas mal parlé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que les manifestants étaient nombreux? Et sur quel slogan? Écoutez, c'était une manifestation qui a eu lieu hier après-midi. Quelques milliers de femmes et d'enfants, avec quelques hommes aussi, réunis par le FPR pour une démonstration anti-française où évidemment le président Mitterrand, le président de la République, était traité de traître et d'assassin. Une manifestation tout en haute, en couleur, mais parfaitement organisée par le FPR, qui attendait par exemple l'arrivée de la presse occidentale pour faire chanter les gens, pour les faire avancer, pour les faire taper dans leurs mains. Alors, il y a aussi un détail qui était tout à fait intéressant. Nous sommes arrivés avec des journalistes anglo-saxons, américains, avec des journalistes, des photographes, et plusieurs personnes se sont dirigées directement vers moi en me disant « c'est vous le journaliste français ». Visiblement, ils avaient été parfaitement renseignés et s'est formé à ce moment-là autour de moi une espèce de nuée humaine qui a commencé non pas à me prendre à partie, mais à me poser des questions sur l'attitude du gouvernement français. La tension n'était pas très forte, ça n'était pas vraiment hostile, mais c'était quand même quelque chose. Selon vos informations, et elles sont bonnes, il y a eu aujourd'hui à Kigali une réunion des responsables du FPR. Selon vous, qu'est-ce que ça peut préparer? Écoutez, c'est en voyant arriver et en voyant passer dans la rue les gardes du corps des hautes personnalités du FPR que nous avons déduit qu'une réunion avait lieu aujourd'hui à Kigali. Alors, une réunion, pourquoi faire? Il y a deux options en fait. Soit c'est pour parler de négociation, une option que j'écarterai, soit pour préparer les prochaines offensives en allant sur la route. Aujourd'hui, nous avons vu des voitures chargées de soldats qui montaient vers Kigali, c'est-à-dire vers le front, et d'autres qui en repartaient, c'est-à-dire ceux qui avaient combattu les jours précédents. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la situation sanitaire qui apparemment se dégrade d'heure en heure, sinon de jour en jour? Alors, la situation sanitaire est actuellement catastrophique à Kigali. Depuis 4 jours maintenant, il n'y a pas eu d'évacuation de blessés et la situation devient dramatique. Aujourd'hui, heureusement, un camion de la Croix-Rouge est arrivé, mais sinon, il manquait de pansements. Par exemple, en plus, comme des obus sont tombés tout au long de la journée, pas beaucoup, mais quelques obus suffisent à créer l'instabilité. Les évacuations n'ont toujours pas pu avoir lieu, mais malgré ces obus, aujourd'hui, le CICR et l'ONU ont réussi à évacuer 70 blessés de l'hôpital de la Croix-Rouge vers l'hôpital King Faisal, qui est un tout petit peu moins surchargé. Merci infiniment Laurent Boussier pour ce témoignage en direct du Rwanda. À l'origine de ce nouveau drame effroyable que vivent les populations rwandaises depuis maintenant plus de 10 semaines, l'attentat encore mystérieux d'ailleurs visant l'avion du président rwandais, un attentat qui a donné en quelque sorte le signal des combats et des massacres qui auraient fait, on l'a dit, selon certaines estimations, environ 500 000 morts. On ne saura peut-être jamais exactement, puisqu'on l'a dit, les soldats français ont encore découvert de nouveaux charniers. Dans ce pays martyr, aucune ethnie n'a été épargnée par les massacres, ni les Hutus, largement majoritaires, ni les Tutsis, qui représentent environ 15% de la population et qui sont largement représentés dans les rangs du FPR. Rappel signé Dorothée Olyric. 200 000, 300 000,
ou peut-être 500 000. Impossible de donner le chiffre exact des victimes des 2 derniers mois de massacre au Rwanda. Mais à ce niveau, les chiffres ne signifient plus grand-chose et les images sont là pour témoigner. Alors, comment en sont-ils arrivés là? A priori, Hutus et Tutsis ne constituent pas des ethnies différentes puisqu'ils parlent la même langue, ils ont la même religion et ont le sens d'appartenir à une même nation. Au Rwanda, on raconte encore une légende qui dit qu'il y a des siècles, il a été décidé que tout Rwandais qui posséderait plus de 10 vaches serait Tutsi, les autres seraient Hutus. Autre façon de dire que les uns étaient des seigneurs, les autres des paysans, comme le montre ce document d'archives. Les Bahutus, qui représentent 90% de la population, sont des paysans bantous, à l'âme lourde et passive, ignorant tout souci du lendemain. Depuis la Première Guerre mondiale et jusqu'en 1959, toute l'histoire du Rwanda repose sur ce dualisme. C'est l'époque où les Belges administrent le pays et soutiennent les Tutsis, qui représentent alors plus de 10% de la population et dominent les 90% de Hutus. Mais en 1959, les Belges changent leur fusil d'épaule au nom des idéaux de la démocratie chrétienne. Ils se mettent à soutenir le peuple Hutu qui commence à cette période les premiers massacres des Tutsis. Il s'ensuit un exode de quelques 300 000 Tutsis vers l'Ouganda. Le 1er juillet 1962, le Rwanda Hutu devient indépendant et pour les Tutsis commencent 30 années d'humiliation, de massacres et encore d'exode. Aujourd'hui, ce sont les fils de ces exilés Tutsis qui forment le gros des troupes du Front patriotique rwandais. Et si la haine n'est pas ancestrale, le sentiment de vengeance est désormais bien présent. Depuis 1990, ils ont pu conquérir le nord du pays, mais l'objectif pour eux était de libérer la totalité du Rwanda. En 1993, pourtant, ils vont signer les accords d'Arusha qui prévoient un gouvernement d'union nationale. Mais la paix est fragile et il aura suffi d'un attentat et de la mort des présidents rwandais et burundais pour remettre le feu aux poudres. Avec nous sur ce plateau, 3 Rwandais qui vont nous faire part tout simplement de leurs sentiments sur le drame que vit leur pays et sur l'efficacité ou non de cette intervention française. José Kabagema, qui est top modèle chez Cardin, qui est d'origine Tutsi et qui est fondatrice de l'association l'Alliance pour le Rwanda. Joseph Angarambe, qui est ancien fonctionnaire au Centre culturel français de Kigali, qui est d'origine Hutu, et un autre fonctionnaire de ce centre culturel, qui est lui d'origine Tutsi, Charles Rubaguyima. Je voulais simplement vous demander comment vous réagissez à toutes ces images d'horreur que nous venons de revoir une nouvelle fois. José. Eh bien, les images d'horreur maintenant, elles sont absolument démentielles et c'est vrai que pour moi qui suis une Française d'origine rwandaise, ça a été atroce de pouvoir regarder ça sans pouvoir rien faire et de voir que les instances internationales ne faisaient rien du tout et ne bougeaient pas et que donc nous avons été obligés, nous, finalement, de faire une association pour pouvoir aider les gens sur place. Et puis maintenant, bon, les Français interviennent, peut-être que les choses vont s'arranger, mais pour nous, ça a été vraiment quelque chose d'atroce, étant donné que c'était quelque chose de prévu depuis très longtemps, avec les listes de personnes à tuer, avec la carte d'identité, avec la mention de l'ethnie. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu éviter parce que moi, je crois qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Nous n'avons pas pu le faire et maintenant, c'est... Et vous aidez tous vos compatriotes, quelle que soit leur origine ethnique? Ah oui, quelle que soit leur origine, parce que vous savez, quand on voit les massacres de personnes, on ne peut pas tout de suite se dire c'est un Hutu, c'est un Tutsi. Tout le monde a souffert beaucoup dans ces événements-ci, étant donné qu'on a tué surtout les modérés et qu'on a tué aussi les Tutsis de toute façon. Et c'est toutes les personnes qui étaient pour la démocratie, qui voulaient qu'il y ait un changement au Rwanda. Et c'est ça qui nous a surtout qui nous a beaucoup effrayés, qui nous a beaucoup mis très très mal en fait. La question s'adresse aux 2 hommes qui sont à vos côtés également, l'un, je le disais, d'origine Tutsi, l'autre Hutu. On a beaucoup de difficultés en France à comprendre ces haines absolument extraordinaires qui opposent ces ethnies depuis des dizaines d'années. Comment vous réagissez, vous qui avez de la distance, puisque vous vivez maintenant en France? Vous parlez de moi? Oui, mes compatriotes, en fait, Joseph Ngarambe, il est Hutu,
Lui, il a travaillé dans un parti d'opposition au Rwanda et il a été évacué le 12 avril. Et donc, il a une expérience à vous. J'ai effectivement été évacué le 12 avril. C'était l'ambassade de France qui m'a évacué. Pour moi, je viens de regarder l'horreur, je l'ai vécu. Mais je pense que le problème est toujours mal posé jusqu'à aujourd'hui. Il faut le poser comment alors? Ce n'est pas un problème entre Hutus et Tutsis comme d'aucuns ont tendance à l'affirmer. Il s'agit d'un problème politique. Il s'agit d'un problème politique. Évidemment, les Tutsis ont été pris comme des boucs émissaires. Et c'est le langage que le monde pouvait comprendre. C'est ça qu'ils ont pris comme élément. Est-ce que vous, à titre personnel, vous êtes favorable à l'intervention des Français là-bas actuellement? Ce n'est pas une affaire d'être favorable ou non, c'est que ça paraît indécent au vu des antécédents français au Rwanda. Ils ont fortement soutenu le régime en place, lequel régime en fait ne s'est mis à faire des massacres que pour se maintenir au pouvoir. Alors avec ça, ça risque de compliquer le problème. Merci pour ce témoignage. Je vous propose de retrouver tout de suite en direct de sa mairie de Fréjus, François Léotard, le ministre de la Défense, qui est toujours avec nous. Monsieur le ministre de la Défense, la pureté, entre guillemets, des intentions françaises avait été largement mise en doute avant le déclenchement de cette intervention, y compris chez nos très proches alliés européens ou américains. Est-ce que vous avez le sentiment maintenant de les avoir rassurés ou est-ce que vous sentez une évolution politique? Je crois que cette évolution est en train de se faire. Nous avons des contacts permanents avec nos partenaires de l'UE notamment et avec les Américains. J'ai eu moi-même plusieurs de mes collègues ministres de la Défense européens et peu à peu, il apparaît d'abord qu'ils vont nous aider en termes logistiques ou de santé, en matériel de santé, et ensuite que politiquement, ils soutiennent ce qui est notre thèse, l'idée simple que nous ne sommes là qu'en attente, en relais de l'arrivée de la MINUAR 2, c'est-à-dire de la force des Nations Unies. Et je crois que c'est la position de la France. Alors peut-être faut-il l'expliquer encore davantage, mais nous n'avons aucunement l'intention de rester, nous n'avons aucunement l'intention d'accomplir des actes militaires, je le rappelle une nouvelle fois si c'était nécessaire. Nous sommes là parce qu'il y a eu en France et dans le monde, et à juste titre, une très grande émotion à partir de ces massacres, et que nous considérions qu'un génocide en 1994, parce que c'était bien de cela qu'il s'agissait, la communauté internationale ne pouvait pas l'accepter. Nous avons regretté d'être un peu seuls à le faire au début. Je crois que maintenant un certain nombre de pays, dont des pays africains, parce que c'est là la clé, un certain nombre de pays nous rejoignent, eh bien j'espère qu'ils seront nombreux petit à petit. Nous avons l'assurance d'avoir des Sénégalais qui demain pourront participer à l'opération, des Guinéens, je l'espère dans quelques jours. Nous souhaitons que les Africains eux-mêmes puissent à l'avenir gérer ce type de conflit, ce type de crise. C'est d'abord bien sûr leur responsabilité. Nous n'avons aucunement l'intention de nous substituer à eux. Merci Monsieur le Ministre de ce témoignage, encore une fois, en direct de Fréjus. En tout cas, cette intervention française au Rwanda a d'ores et déjà des conséquences tout à fait directes sur cette région du continent africain en perpétuelle ébullition et où les imbroglios politico-ethniques n'ont cessé d'entraîner conflits et troubles divers. C'est vrai particulièrement du Burundi qui partage les mêmes alliances ethniques et la même histoire ensanglantée que le Rwanda. C'est vrai du Zaïre où le président Mobutu est en quelque sorte remis en selle, ou encore de l'Ouganda anglophone, dont les dirigeants sont très soutenus par le FPR. Précisons tout de suite avec Jérôme Bonny. 3 jours après l'assassinat des présidents du Rwanda et du Burundi, l'opération Amaryllis vient sauver les ressortissants étrangers de Kigali. Ce n'est pas la première intervention de militaires français au Rwanda. En octobre 90, sous couvert déjà d'évacuation humanitaire, 150 soldats débarquent dans la capitale et y restent jusqu'en 93, où ils sont renforcés par 450 autres paras qui soutiennent le régime du président Habyarimana contre une offensive du FPR, le Front patriotique rwandais. Aujourd'hui, à Kigali, des déserteurs de l'armée rwandaise témoignent sous contrôle des combattants du FPR. Depuis 1990, les Français ont aidé les forces armées rwandaises à faire la guerre. Ils ont même participé au front. Alors jusqu'à présent, moi je ne suis pas convaincu qu'ils viennent pour une action humanitaire. Je pense que ça s'est trompé les gens. La famille du président assassiné s'est réfugiée en France. En fait, les ponts ne sont pas coupés entre Paris et Kigali. D'après le journal Libération, c'est sur intervention de la cellule africaine de l'Élysée
que l'armée rwandaise a sauvé du massacre des personnalités réfugiées dans cet hôtel des 1000 collines. Le FPR, qui tient une grande partie de la capitale, a, lui, ses bases arrières en Ouganda. Impossible pour 80 observateurs de l'ONU du secteur de Kabale de surveiller les trafics d'armes sur 170 km de frontières. Même si le président Museveni ne soutient pas ouvertement les rebelles rwandais, il sait que les réfugiés qui déstabilisent l'Ouganda ne rentreront pas chez eux avant la chute du régime rwandais. Au Zaïre, le président Mobutu soutient, lui, ce régime rwandais. La partie est de son pays, le Kivu, est le fief d'une opposition divisée par les querelles ethniques. À travers la frontière avec le Rwanda, à Goma, transitent des armes destinées aux forces gouvernementales. Mais c'est le Burundi, au sud, qui est le plus gravement menacé par la guerre civile rwandaise. Dès octobre dernier, après l'assassinat du président Ndiadaye, les Hutus massacrent les Tutsis par dizaines de milliers. Le parti au pouvoir est en majorité Hutu, alors que l'armée, elle, est Tutsi. Et la position du président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui à la tête du pays pour 3 mois de transition, est particulièrement fragile. Il faut, dans les prochaines semaines, lui trouver un successeur pour gouverner un pays qui est une véritable poudrière. Voilà, je vous propose, avant de voir les autres reportages de nos envoyés spéciaux, de redonner la parole à l'un de nos invités rwandais qui a reconnu sur des images que nous avons diffusées des tortionnaires, c'est cela? Oui, j'ai vu un étudiant militaire qui étudiait à l'université, qui était même en prison avant que ceci éclate, parce qu'il menaçait les étudiants à l'université, et après il avait de l'armement dans sa chambre. Puis il a été pris en mars, je pense. Maintenant il était en prison. Maintenant, je le vois à l'extérieur. Donc quelqu'un l'a libéré? Quelqu'un l'a libéré, pourtant il n'était même pas jugé. Et est-ce que ce nombre de cas, c'est un cas isolé ou il y a beaucoup de situations comparables selon vous? Plusieurs cas comparables parce que tous ces massacres ont toujours resté impunis. Ce dernier temps, avant que je quitte le pays, il n'y avait aucune nuit sans cadavre le matin dans la rue. Et le lendemain, tu voyais le même bourreau se promener. Tu étais menacé le soir, tu allais à la justice, ils le prenaient, il passait une nuit là, il revenait cette fois-là pour te menacer de mort. Finalement, on était obligés de nous cacher nous, parce qu'on voyait déjà les menaceurs sont là, il reste impuni. On avait difficile à se promener devant cette situation. Merci beaucoup pour ce témoignage. Avant même le démarrage de l'opération turquoise, le principe même de cette intervention militaire française avait été condamné par l'OUA. Pour l'instant, on l'a dit, la plupart des pays africains observent avec prudence l'évolution de la situation. Seul le Sénégal, François Léotard y a fait allusion il y a un instant, seul le Sénégal a décidé de s'impliquer directement et surtout militairement. Un premier contingent a débarqué hier soir à Goma. L'opinion sénégalaise semble pour l'instant partagée entre approbation et inquiétude. Reportage de nos envoyés spéciaux à Dakar, Laurent Catala, Jacques Gérard. La cité universitaire de Dakar. Depuis près d'un mois, étudiants et enseignants sont en grève. En cause, les conditions de vie et d'études, ainsi que l'augmentation des frais d'inscription. Ici, on lit surtout la presse non gouvernementale, celle qui s'intéresse plus au sort des dirigeants d'opposition emprisonnés qu'au Rwanda. D'accord, certes, il faut envoyer des soldats au Rwanda, mais je pense que aussi la maison brûle ici. Aujourd'hui, le Sénégal est en train encore de s'embourber et d'embourber nos propres forces dans une guerre qui ne nous concerne pas. Le Sénégal doit, comme tous les autres pays d'Africains, doit se soucier des problèmes des Africains d'abord. Face à un climat d'agitation sociale larvé, l'opposition se veut responsable. Le numéro 2 du Parti démocratique sénégalais, favorable à l'intervention sénégalaise, explique la relative indifférence de ses compatriotes à l'égard du Rwanda. La population a d'autres préoccupations, qui sont des préoccupations de survie. Mais le Sénégal a toujours eu une tradition d'entraide et d'assistance. Nous l'avons fait à l'époque lorsque d'autres pays africains, ou même au-delà de l'Afrique, ont connu ce genre de crise. Malgré les difficultés économiques et sociales, malgré la situation politique, l'intervention des forces sénégalaises au Rwanda est plutôt bien perçue ici. Mais c'est par rapport aux autres pays africains que Dakar se trouve isolé. Car pour l'instant, l'Afrique reste globalement dans une prudente expectative. Seul le Ghana suit l'exemple sénégalais.
Comme au Liban, comme au Libéria, comme plus récemment lors de la guerre du Golfe, Dakar joue donc sa propre partition. En espérant trouver d'autres partenaires, lundi prochain à Libreville, lors du sommet des pays africains francophones. Peut-être tout simplement parce que les choses semblent bien se passer pour le moment sur le terrain. Cette intervention militaire française paraît chaque jour mieux comprise à l'étranger, même si pour l'instant encore, la plupart des gouvernements se contentent de proposer une aide logistique ou humanitaire. Au sommet de Corfou, les dirigeants européens ont apporté sans ambiguïté un appui politique à cette opération en demandant au passage que les responsables du génocide perpétré au Rwanda soient traduits en justice. Lors de la conférence de presse finale cet après-midi, François Mitterrand est revenu sur cette affaire. Le fait que soient réunis 12 responsables, qui chacun dans son pays sait de quoi il retourne. Donc, la parole, que sa parole engage. Le moindre mot, la moindre application est guettée. Sa presse en fera état. Bien, ils nous ont tous dit, à la question qui leur a été posée, qu'ils soutenaient l'initiative française. Alors maintenant, vous diriez, mais est-ce qu'ils soutiennent en l'envoyant? Alors, il y en a qui participeront à ce qu'on appelle la logistique, d'autres qui s'apprêtent peut-être à apporter leur contribution en hommes, d'autres, ça c'est tout à fait variable. Et ce n'est pas propre d'ailleurs aux 12. Des propositions nous ont été faites qui viennent d'Afrique ou qui viennent de quelques autres pays. Enfin, nous avons engagé notre action en souhaitant être aidés, mais en prenant nos responsabilités par nous-mêmes et pour nous-mêmes. La mise en place matérielle et humaine s'est passée dans des conditions extrêmement correctes, très méticuleuses, très précises, et que la pénétration sur le territoire rwandais s'est effectuée, si je vous lis bien, mais d'après aussi nos informations, avec l'accord parfois très chaleureux de la population. Environ 400 hommes du RICM de Vannes sont déjà sur place et 200 s'apprêtent à partir en renfort pour le Rwanda dans les heures à venir. Reportage Jacques Deveau, Gabriel Camilla. Ces femmes, depuis quelques jours, le quotidien s'appelle Rwanda. Leurs maris, militaires au RICM, font partie de l'opération turquoise. Les missions périlleuses, le danger, elles connaissent. Les opérations du RICM ne manquent pas. La dernière en date se poursuit encore, à Sarajevo. Non, on s'y habitue jamais. Puis après, il faut s'adapter encore. C'est dur. On se retrouve seul d'un seul coup, quoi. Alors, dans ces moments-là, on fait bloc. On se passe les dernières photos. On donne les dernières nouvelles. Se retrouver ensemble permet de surmonter le stress. Bien sûr, il y a une crainte, mais nous avons confiance et nous sommes contentes de la mission de nos maris et nous avons le moral, nous soutenons moralement toutes et nous avons le moral parce que nous voulons montrer à nos maris que nous avons le moral pour eux et aussi pour nos enfants. Je fais la politique de l'autruche avec mes enfants. On n'en parle pas. Papa, il est en Afrique parce que mon fils avait très très mal vécu à l'époque de Sarajevo. Donc là, papa est en Afrique, il revient pendant les vacances. Quand papa sera là, on ira à la pêche. Faut acheter une canne à pêche, papa l'a dit au téléphone. On ira visiter les parcs d'attractions. Et puis bon, non, les enfants regardent les dessins animés au moment des informations. Et moi, dans l'autre pièce, c'est les informations. C'est vrai que j'ai quand même le nez collé à l'écran. Trop tard pour tous ceux qui ont été tués, oui, trop tard. Mais enfin, je veux dire, il y en a encore qui seront contents d'être sauvés. Donc c'est jamais trop tard de faire quelque chose. Ils pourront encore sauver ceux qui aura à sauver. Ils sont déjà 400 hommes du RICM sur le terrain. À Vannes, 200 autres militaires sont prêts à partir en renfort. Pour les femmes de ces soldats professionnels, ce n'est qu'une mission de plus. François Léotard, une toute dernière question. Est-ce que vous pouvez confirmer aux familles de ces militaires qu'ils seront tous rentrés dans 2 mois et que quoi qu'il arrive, le relais sera passé à la Minuar fin juillet? C'est notre intention. Le Premier ministre à l'Assemblée nationale a indiqué la fin du mois de juillet. Nous allons faire le maximum pour que ce soit tenu. Ce que je voudrais dire, si vous le voulez bien, c'est que dans l'ensemble de l'opinion française, c'est souvent le cas, mais notamment au plan politique, eh bien, quand il y a des soldats français qui sont en cause, qu'il y ait le maximum de soutien et d'unanimité autour d'eux. C'est une mission qui est juste, qui est difficile, qui est périlleuse peut-être dans les jours qui viennent. Il faut que l'opinion française, et je sais que c'est le cas,
Mais les hommes politiques, notamment, évitent de critiquer ou de contester. Il s'agit des soldats de la France. Et dans une opération qui est, encore une fois, voulue et souhaitée par beaucoup de personnes qui sont menacées, soutenue et voulue par le gouvernement, eh bien, même si nous sommes un peu seuls, on serre les coudes, et on serre les rangs, et on essaye de soutenir nos soldats. Je crois que c'est la moindre des choses. Merci. Nous allons maintenant passer à l'aspect humanitaire très important de ce dossier. Dès le début de la semaine prochaine, sera mis en place à Goma, à la frontière zaïroise, une cellule de coordination avec les ONG, les organisations non gouvernementales, qui ont été contraintes, on le sait, manu militari, d'évacuer ce pays. On l'a dit et redit, l'objectif prioritaire des militaires français sur place est d'évaluer les besoins en matière humanitaire, des besoins qui sont tout à fait considérables. Les réfugiés se comptent en effet par centaines de milliers. Anne Mourgue. Hôpital de Kigali, chaque jour, 50 personnes sont hospitalisées, très grièvement blessées. Des femmes, des enfants, Hutus ou Tutsis, victimes de la guerre. Ici, les besoins sont immenses, en médicaments, en nourriture. Aujourd'hui, 1 600 000 personnes sont réfugiées, presque un Rwandais sur 4. 900 000 personnes s'entassent dans des camps aux frontières du pays, principalement en Tanzanie, Zaïre, Burundi. 700 000 personnes ont fui leur village, mais se trouvent toujours au Rwanda. Mercredi dernier, François Léotard l'a confirmé, l'intervention française a un objectif très limité. Protéger, soigner 8 000 réfugiés Tutsis menacés au sud-ouest du pays, dans la région de Siangougou. À l'appui, une structure médicale limitée également, 46 médecins et infirmiers, une cinquantaine de lits. Au total, quelques milliers de personnes vont être secourues par les Français pour des centaines de milliers d'autres qui attendent beaucoup de l'aide internationale. En France, cette décision d'envoyer des soldats au Rwanda a provoqué un certain nombre d'interrogations dans les partis politiques, chez les intellectuels, mais surtout dans les organisations humanitaires. Pour l'instant, Médecins sans frontières est la seule ONG à approuver apparemment sans réserve cette action, on va le voir dans un instant. Les autres sont plutôt réservés ou franchement hostiles sur le thème. Cela ne va faire qu'empirer les choses et surtout la France, de par de ses choix politiques antérieurs, est le pays le plus mal placé pour venir faire la police au Rwanda. Avec nous deux dirigeants d'ONG qui ont tous les deux la particularité d'avoir été sur le terrain au Rwanda, donc ils savent parfaitement de quoi ils parlent. Philippe Biberson, qui est président de MSF, et Bernard Granjon, président de Médecins sans frontières. Est-ce que vous pouvez nous préciser, vous êtes plutôt réservé ou franchement hostile à cette opération? Je suis pour une intervention humanitaire. C'est après tout celle que nous faisons depuis 15 mois, tant du côté gouvernemental que du côté FPR. Je suis pour, et je n'hésite pas à le dire, pour une intervention militaire, parce qu'on n'arrête pas des massacres avec des médecins. Je suis contre une intervention française, parce que je pense que la France est la plus mal placée pour faire une telle intervention. Et je pense que c'est à la minuar que revêt cette responsabilité. D'un mot, pourquoi la France, selon vous, est la plus mal placée? Pour toutes les raisons que vous avez dites dans votre reportage très bien fait, à savoir que la France, depuis des années, soutient ceux qui sont les auteurs du génocide. Et que on voit mal comment est-ce que la France peut actuellement participer à la reconstruction d'un pays en maintenant en place pour la 3e fois, parce que ce n'est pas la première fois, ceux qui l'ont mis dans l'état où nous le trouvons actuellement. Vous, Médecins sans frontières, vous avez aucune critique à faire? On a fait sur ce sujet une petite polémique. Moi, je ne veux absolument pas rentrer dans la polémique. Il se trouve que la seule force armée capable de se déployer rapidement, comme nous l'avons demandé, était une force française. Moi, je l'accepte comme ça. Ce que je veux dire, c'est qu'ensuite, il ne faut pas qu'elle se trompe d'objectif. On a entendu depuis plusieurs jours, on a entendu dans ce reportage parler d'objectifs qui n'étaient pas des objectifs militaires, qui étaient des objectifs purement humanitaires. Moi, je pense qu'il faut quand même revenir à ce qui fait l'exception au Rwanda, ce qui fait la particularité de cette crise. Il y a un génocide. C'est pas un tremblement de terre, c'est pas un accident de la route. J'ai vu Libération qui titrait ce matin le SAMU militaire à l'œuvre. Non, en fait, s'il y a une force militaire qui est déployée aujourd'hui, c'est pour s'opposer aux gens qui font des massacres. Donc c'est bien sûr au sens large une action humanitaire, mais ce n'est pas une action, c'est pas disons des actions de secouristes, ce ne sont pas des actions de médecins ou de gens qui apportent de la nourriture. Ce qu'on attend de cette force militaire, c'est qu'elle s'oppose véritablement aux gens qui continuent de faire des massacres aujourd'hui, parce que en face, il y a des gens, des civils, des armées innocents. Ça veut dire aller jusqu'en zone occupée ou contrôlée par ce qu'on appelle les rebelles du FPR?
Pour l'instant, c'est surtout en zone contrôlée par les forces armées rwandaises. Mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là. Il faut que derrière cette opération militaire, il y ait une opération, disons, politique ou diplomatique qui mette le doigt quand même sur le problème, là où ça fait mal. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, dans cette zone contrôlée par ce qu'on appelle encore le gouvernement ou le gouvernement autoproclamé intérimaire, les gens qui restent et qui sont aux commandes, ce sont les gens qui ont ordonné le massacre, ce sont les gens qui ont fait le génocide. Et je pense que bon, il y a quelque chose qui est extrêmement surprenant, c'est qu'aujourd'hui le siège du Rwanda aux Nations Unies est encore occupé par le gouvernement, l'ex-gouvernement rwandais, et je pense que là il y a des choses à faire. D'un mot pour vous, pour MSF, comment vous voyez l'avenir dans ce pays, vous qui êtes allé sur place? Je le vois sombre, évidemment. J'aimerais quand même parler de l'intervention française. Je crois que si vraiment on me démontrait que la France est le seul pays qui actuellement puisse aller là-bas, je dis bien si on me le démontrait, pour l'instant je n'ai pas eu cette démonstration. Je crois que l'intervention française ne serait concevable qu'à partir du moment où la France dirait qu'elle fait un virage à 180 degrés par rapport à sa politique antérieure, dans la mesure où elle condamne ses agissements passés, dans la mesure où elle dit qu'elle vient désarmer les assassins, qu'elle va demander la constitution d'une commission d'enquête internationale, d'un tribunal international, et qu'en tout état de cause, elle se refuse d'imaginer l'avenir d'un pays en maintenant sur place ceux qui l'ont assassiné. Vous allez avoir l'occasion de poser cette question tout à fait directement à Philippe Douste-Blazy qui va être en direct avec nous dans une petite minute. En effet, cette opération turquoise comprend un important dispositif médical d'urgence avec l'implantation dans les tout prochains jours par les spécialistes de ce qu'on appelle l'EMIR, l'élément médical militaire d'intervention rapide, de 2 unités à la frontière du Zaïre, à Bukavu et à Goma. Le ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy, va se rendre sur place dans les toutes prochaines heures. Il est avec nous si la liaison est établie en direct de Tarbes. Bonsoir. Bonsoir. Alors, question précise, combien de médecins sur place, avec quel matériel et pourquoi faire? D'abord, je vous écoute depuis le début de l'émission, Bruno Mazur, et j'ai envie de dire que la politique de la France n'a pas négligé la morale ni les droits de l'homme. Parce que nous sommes un certain nombre à être allés au Rwanda ou à la frontière entre le Tanzanie, le Rwanda, ou le Burundi et le Rwanda depuis plusieurs mois. Et quand on sait que c'est le plus grand génocide de la fin du XXe siècle, quand on a vu des orphelins, des centaines d'orphelins, dont on a alerté d'ailleurs la communauté internationale, on a vu qu'ils étaient égorgés, qu'ils étaient massacrés, quand on a vu des millions de réfugiés, de personnes déplacées, après avoir fait 200 km à pied dans des camps, arriver dans des camps, des conditions sanitaires terribles, on est heureux que la France ait pu agir. Nous avions le devoir moral de réagir, parce qu'il ne faut pas encore une fois négliger les droits de l'homme. Voilà ce que je voulais dire et ce qui me paraît important. Bien évidemment, c'est la première fois que la France est capable d'envoyer une action militaire pour des raisons humanitaires. C'est ça qui est fondamental. C'est la première fois et je crois que c'est historique. Il faut le dire, bien sûr, l'humanitaire, pour répondre à votre question, c'est évaluer les besoins humanitaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire premièrement les blessés, mais on l'a dit et on l'a vu à plusieurs reprises, il n'y en a pas beaucoup de blessés, parce que soit les gens ont été tués à coups de machette, ou à coups de lance transthoracique, ou à coups de balles, ou alors, malheureusement, ce sont des gens qui sont réfugiés et déplacés maintenant. Deuxièmement, les épidémies. Car il faut voir le camp de Gama, il faut voir ce camp en Tanzanie, proche du Rwanda, et avec ses 250 000 réfugiés, bientôt 300 000, le plus grand camp au monde. Et quand on voit ça, on sait, quand on est médecin, qu'il peut y avoir des méningites à méningocoque, des épidémies à méningite à méningocoque, qu'il y a des dysenteries à shigellose, qu'il y a aujourd'hui un risque de tuberculose, de choléra et de diphtérie. Et je dis bravo à MSF, à Médecins sans frontières, à Médecins du monde, qui sont là. Alors bien sûr, il faut les aider, mais jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de corridor humanitaire pour rentrer au Rwanda. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Il y en avait en Tanzanie, au Burundi, il n'y en avait pas au Rwanda. Et grâce à Alain Juppé, au Premier ministre, à M. Léotard, à M. Roussin, eh bien justement, les militaires vont pouvoir arriver à ces médecins avec des médicaments et avec surtout la nourriture. Car il y a des enfants déshydratés, il y a des enfants qu'il faut réanimer. Voilà ce qu'on va faire. Merci beaucoup. Donc je rappelle que vous allez partir là-bas dans les toutes prochaines heures, ou demain ou après-demain. Il est 20h52 et je vous propose de mettre fin pour ce soir à ce très très lourd dossier Rwanda et de voir maintenant le reste de l'actualité qui peut paraître certes un petit peu dérisoire. En France, les marins-pêcheurs vont très prochainement bénéficier d'un revenu minimum. C'était l'une des principales revendications lors du conflit de février dernier. Le gouvernement a décidé la mise en place de comptes épargne et ce sont les pêcheurs artisans d'Étaples dans le Pas-de-Calais qui seront les tout premiers à bénéficier de cette nouvelle formule. Reportage Nathalie Delay, Gilles Balbastre. Les gens, les chapeaux, ils les voteront.
C'était il y a quelques mois, quand les pêcheurs réclamaient le droit de vivre dignement de leur travail. Aujourd'hui à Étaples, 40 bateaux de pêche ont signé le compte épargne, un système qui assure aux marins un revenu minimum de 5 000 francs par mois. Les pêcheurs artisanaux sont en effet payés à la part, un pourcentage sur les recettes du bateau. Leur salaire fluctue donc dangereusement en cas de mauvaise pêche ou de mévente. En versant 300 francs par mois à une caisse commune, cofinancée à 50% par l'État, chaque pêcheur acquiert donc la garantie d'un salaire minimum. C'est donc une formule qui permet un bon démarrage. Dans un an, on fera l'état des lieux de la situation. On expertisera un petit peu le résultat et à partir de là, peut-être, on ira encore plus loin. Mais l'essentiel était de démarrer. Ce compte épargne reste une mesure à caractère social et pas économique. La priorité affichée des pêcheurs semble toujours être l'organisation commerciale des marchés. Le compte épargne est une mesure d'urgence, mais il faut aller plus loin. C'est dommage d'en arriver là. Mais d'un autre côté, c'est quand même très utile pour le matelot, quoi. C'est important. Hein. C'est une belle chose. Hein. Il y a quand même une aide de l'État qui est quand même alléchante. Mais ce qui nous intéresse le plus pour nous, c'est quand même le prix minimum. Qui dit prix minimum, dit que pour nous, on n'aurait pas trop de difficultés et on assurait quand même un salaire assez rentable pour le matelot. Les marins pêcheurs d'Étaples ont été les premiers à signer, mais personne ne perd de vue que la solution la plus simple pour gagner sa vie à la pêche, c'est bien de vendre le poisson à son véritable prix. L'Europe, une nouvelle fois en crise, les 12 réunis en sommet à Corfou n'ont en effet pas réussi à se mettre d'accord sur le nom du successeur de Jacques Delors. Nous y reviendrons dans un instant. Un échec politique qui risque d'occulter un accord tout à fait important intervenu à Corfou sur 11 projets de grands travaux visant entre autres à réduire le chômage qui touche environ 18 millions d'Européens. Ce programme prévoit notamment l'achèvement du TGV Paris-Bruxelles-Cologne-Amsterdam-Londres, la création d'un TGV Barcelone-Perpignan et du TGV Est, ainsi qu'une liaison rail-route entre Lyon et Turin. À Corfou, les 12 ont également débloqué des crédits de plus de 3 milliards de francs pour aider les Ukrainiens à fermer au plus vite la centrale nucléaire de Tchernobyl. Mais je vous le disais, ce que l'on retient ce soir essentiellement de ce sommet de Corfou, c'est le veto britannique à la nomination de l'actuel Premier ministre belge à la tête de la Commission en remplacement de Jacques Delors. Sur place pour France 2, Philippe Sassier, Yves Barbe. Jacques Delors a quitté Corfou sans connaître le nom de son successeur. Ça n'est que le 5 janvier prochain qu'il abandonnera son poste à Bruxelles, mais comme il faut que le Parlement européen approuve la nomination du président de la Commission dans un premier temps, puis l'ensemble de la Commission dans un deuxième, les 6 mois qui restent ne sont pas de trop pour respecter le calendrier. Ce matin, Jean-Luc Dehaene restait seul en piste. L'Anglais Britann et le Hollandais Lubbers s'étaient désistés. On pouvait donc penser que le Belge allait l'emporter. Et puis, coup de théâtre, John Major a mis son veto sur le nom de Dehaene et malgré 11 oui, il a bloqué le mécanisme. Helmut Kohl, qui va assurer la présidence européenne à partir du 1er juillet, a proposé immédiatement un sommet spécial le 15 juillet pour sortir de l'impasse. Réponse de John Major, ce n'est pas à Dehaene que nous disons non, mais à l'Europe d'inspiration fédérale qu'il défend. Nous sommes peut-être entrés dans une crise qui est grave, car il s'agit tout autant de la succession de Jacques Delors que de la conception de l'Europe. Et les divergences apparues ici montrent que les 12 partagent de moins en moins la même vision de l'avenir. Bref, c'est peut-être à Corfou qu'est née l'Europe à 2 vitesses. Inaugurée en 1889, la même année que la Tour Eiffel, est fermée depuis près de 30 ans pour cause de vétusté. La grande galerie du Muséum d'histoire naturelle a ouvert à Paris à nouveau ses portes au public après 5 ans de travaux de rénovation qui ont coûté quelques 400 millions de francs. Je vous propose de suivre le guide Patrice Pellet. Ça fait combien de temps que vous êtes dans la file d'attente? 1 heure et demie. 1 heure et demie. 1 heure et demie. Ouais, 1 heure. 1 heure 1h34. Ils ont du tempérament, presque 2 heures sous la pluie, pour parcourir les 500 mètres de cette file d'attente. Le succès est énorme, grâce à l'entrée gratuite et à l'excitation de découvrir l'évolution des espèces. Les animaux d'hier et ceux d'aujourd'hui se mélangent, comme si on était là-bas. J'ai trouvé extraordinaire, c'est le premier étage où on voit tous les animaux, parce qu'on a l'impression que c'est vivant, qu'ils ont envie de courir. C'est joli, quoi. Ils ont bien organisé les vitrines. Tout a été conçu pour que ce voyage réconcilie l'homme avec la nature. Ici, on tente de faire oublier le massacre des animaux à travers les âges. Le message passe bien, les parents semblent avoir compris, ils expliquent aux enfants.
La limace est un escargot. Les limaces sans coquilles sont les descendants d'escargots pourvus de coquilles. Attends, ah bah oui, mais j'ai pas tout vu tout ça. Pour tout le monde, il y a de quoi faire. Les enfants sont très amusés avec les jeux et les parents extrêmement intéressés. Pour être vraiment dans l'ambiance, tout ça ne suffisait pas. Alors, les architectes ont eu l'idée de recréer à travers une machinerie compliquée cachée dans le plafond, le jour, la nuit et même les orages. Sur un rythme à peu près d'1h30 à 2 heures, vous avez eu toutes les périodes du jour. Toutes les périodes du jour avec une ambiance lumineuse générale qui a changé, avec ce moment fort de l'orage, mais aussi avec les sons, la musique. Encore 2 jours gratuits ensuite, ce sera payant. Cette magnifique grande galerie sera ouverte tous les jours de la semaine, sauf le mardi. Apparemment, l'air londonien réussit particulièrement à Guy Forget. Au tournoi de Wimbledon, Guy Forget avait éliminé l'Américain Jim Courier, finaliste l'an dernier. Et vous le voyez, cet après-midi, il a disposé en 3-7 de son ami suisse Jakub Lasek, 52e mondial, son partenaire de double. Donc en 3-7, je vous disais 6-4, 6-4... 7, je n'ai pas le résultat exact. Je vous rappelle que Forget, au dernier classement ATP, était 1130e joueur mondial. Il devrait donc progresser assez rapidement. Ça ne gaze pas en revanche pour le navigateur Laurent Bourgnon. Son trimaran Primagaz a en effet dû faire demi-tour quelques heures seulement après le départ de New York. La tentative de record de la traversée de l'Atlantique en solitaire est donc remise à un jour meilleur. La Coupe du Monde de football, au programme ce soir sur France 3, Arabie Saoudite, Maroc et Argentine, Nigeria. Tout à l'heure, c'est terminé à Orlando la rencontre opposant la Belgique aux Pays-Bas. Suspense, je vous laisse Alain Escoubet tout vous raconter. Orlando, Floride, avec sa masse de palmiers et aujourd'hui d'orangers, tant est grande la colonie hollandaise dans ce coin d'Amérique où il faisait 38 degrés Celsius aujourd'hui. Ce qui n'a pas empêché les actions, la première étant rouge et belge, avec cette tête de Weber, la plupart des autres étant néerlandaises, mais inachevées. Car dans les buts, un certain Michel Prudhomme, dont beaucoup disent qu'il est le meilleur gardien du monde, et d'autres que c'est un cadeau du bon Dieu, arrêtait toute balle dangereuse. « 0-0 à la mi-temps, en dépit de ce but, signé Chiffaut, mais refusé justement pour hors-jeu. Deuxième période avec scénario du même type au début et des arrêts incessants de Prudhomme. Mais finalement, il y aura un but belge marqué par Albert qui qualifie à coup sûr nos voisins et amis pour les huitièmes de finale. Il faisait chaud, lourd et moite, les Néerlandais étaient cuits et le score en restera là, mais pas Prudhomme qui aura fait aujourd'hui le match de la Coupe du Monde et peut-être de sa vie. Voilà, fin de ce journal exceptionnel. Je voudrais simplement rapidement remercier directeur photo Jean-Luc Bourdon et pour les décors Pascal Rabot et Christian Frémont qui ont donc travaillé très vite pour construire ce décor pour cette édition spéciale. Vous retrouverez Catherine Sellac pour le tout dernier journal vers minuit 30. Dans un instant, la météo signée Isabelle Martinet, une météo plutôt mouillée pour ce dimanche. À demain 13h, excellente soirée, merci.